Okay, with that, we will go ahead and get started for today. Et avec ceci, nous allons commencer notre rencontre aujourd'hui. So hello and welcome to everyone. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue à une nouvelle session des laboratoires de J-Core. Ces laboratoires qui constituent une série de dialogues qui sont facilités donc par la Coalition de justice des religieux et qui offre des contributions au processus d'évaluation du progrès des objectifs de développement durable. Donc, ce processus de révision qui est reconnu comme le forum politique de haut niveau des Nations Unies. Je suis Teresa Blumenstein. Je suis la coordinatrice de J-Core, qui est une collaboration de toutes les ONG qui représentent les organisations, les congrégations des sœurs catholiques, des prêtres et de leurs partenaires en mission pour travailler sur le plaidoyer des droits humains et la justice humaine, particulièrement dans le domaine donc des Nations Unies, mais aussi dans plusieurs endroits du monde. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'un des objectifs de priorité de cette année, du forum cette année, et on parle ici de l'objectif de développement durable numéro 9, donc sur la technologie, l'infrastructure, l'innovation et l'Internet. Donc, nous avons plusieurs lettres importantes aujourd'hui. Alors que nous entreprenons et nous commençons notre conversation, nous avons le privilège d'avoir des membres de notre communauté globale universelle qui vont donc partager des intuitions, des observations sur la mise en œuvre de cet objectif ou le manque de mise en œuvre dans les différents pays du monde. Donc, les intervenants vont partager non seulement les critiques par rapport à l'évaluation du progrès de cet objectif, mais aussi leurs idées sur les bonnes pratiques de leur congrégation et de leurs partenaires qui contribuent à la réalisation de cet objectif. Et avec ceci, j'aimerais donner la parole à la première personne qui va intervenir et nous apprendre aujourd'hui, qui est sœur Ernestine Lalau, qui est membre de la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur et qui est d'origine du Madagascar, mais qui est responsable d'une région plus large et qui va nous parler aujourd'hui sur le développement, l'objectif de développement durable numéro 9 et de la mise en œuvre au Burkina Faso. Burkina Faso est l'un des pays qui présente le rapport national. Et donc, sœur Ernestine, merci beaucoup d'être parmi nous et à toi la parole. Merci beaucoup, Teresa. Laisse-moi m'introduire un peu. Je m'appelle sœur Ernestine, comme je viens de Madagascar, comme Teresa vient de dire. Sœur Ernestine, vous pouvez le volume, s'il vous plaît. OK. Ouais, c'est important parce que vous avez une voix très basse. OK. And please speak nice and loudly for us, Sister Ernestine. OK. OK. Excuse-moi. Je m'appelle Ernestine, sœur Ernestine, je suis de Madagascar et je suis membre dans la congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur.
Et je suis comme représentante du Bureau de justice et paix en Afrique. Et c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de pouvoir participer à cette webinaire pour vous partager ce que nos sœurs au Burkina Faso en train de faire, de répondre à cet objectif de 2030 sur le développement durable. Et avant d'entamer sur l'objectif numéro 9, permettez-moi d'introduire un peu nos sœurs, ce qu'elles ont fait, et après, je vais parler par rapport au développement, le numéro 9. Et je vais vous partager de screen pour vous permettre de voir un peu mon PowerPoint. Okay. Donc, vous voyez, le premier page de mon PowerPoint, c'est simple, c'est notre logo et ça, c'est le pays de Burkina et notre rapport national volontaire d'aujourd'hui. OK. Et okay. So, voilà nos sœurs qui sont à Burkina, qui travaillent activement pour répondre le développement durable. Et elles sont d'origine Burkina Faso et seulement celle-là qui est d'origine philippine, mais elle n'est plus là aujourd'hui. Et voilà, il y a ce qu'on dit ici, c'est notre mission, c'est centraliser selon notre charisme sur la protection, protéger et l'autonomisation de filles et femmes et enfants dans les sections de 22 à Boubou, Dioulasso. Et vous savez, c'est Boubou Dioulasso, l'une des zones les plus pauvres dans la deuxième ville de Burkina Faso. Donc, les sœurs et avec notre partenaire en mission, c'est travail, se focaliser sur ce que protéger leurs droits, les droits de filles, l'autonomisation de femmes et de filles dans cet endroit. Et le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres en d'Afrique de l'Ouest. La condition des femmes et des jeunes filles est influencée par des facteurs de contraintes socio-culturelles. Nous savons très bien qu'en Afrique, la culture, il y a de culture et de la pauvreté qui est un facteur lourd qui appauvrit non seulement la pauvreté matérielle, mais aussi la pauvreté psychologie intellectuelle, et tout ça joue dans la réalité ou cause des difficultés pour atteindre l'objectif de 2030. Les familles n'envoient pas leurs enfants à l'école quand les enfants peuvent travailler pour gagner. C'est la réalité, et on trouve beaucoup de familles et que ça c'est causé de la pauvreté, de que l'enfant peuvent travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens, les familles n'ont pas les moyens pour faire étudier leurs enfants, et c'est que la plupart des enfants comme ça. Et donc, ils pensent que c'est beaucoup mieux de faire travailler les enfants aussi pour gagner l'argent, pour aider à survivre la famille.
Et c'est encore plus vrai, c'est encore plus vrai, oui, pour les filles, parce que pour les filles, c'est très facile de trouver le travail pour aller de faire le travail domestique, même s'ils sont encore mineurs. Et nous pouvons imaginer que dans cette situation, tout est possible. La violence contre les filles, la maltraitance, on peut imaginer toutes sortes de violences par rapport aux filles dans cette cas et cette situation. Dans un pays où le taux d'alphabétisation est très faible, la tendance n'est pas prête à désinverser, même si les autorités ont pris conscience du problème. Oui, parce que on connaît le problème, le système reste toujours de la même et celles qui sont pauvres sont toujours marginalisées et c'est comme ça dans le pays sous-développé. L'accès au travail en dehors de l'économie informelle est extrêmement restreint pour les femmes et elles sont presque exclues de l'emploi salarié. Oui, parce que nous savons très bien que dans le pays comme l'Afrique, la corruption est très, très forte. Donc, la corruption cela cause de l'inclusion, cela cause de celle qui est vulnérable, elles ne trouvent pas leur place dans la société et pour améliorer leur situation de leur vie, parce que la place, c'est juste pour celles qui peuvent avoir fait la corruption et celles qui sont riches, excusez-moi avec le mot. Et les sœurs du Bon Pasteur sont présentes au Burkina Faso, c'est pas longtemps, juste en 2011. Et le programme contribue à la protection et à l'autonomisation des femmes victimes de pauvreté qui sont marginalisées, de la violence domestique, de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, à d'autres formes d'abus comme la traite des êtres humains. Le programme offre un soutien holistique et intégré à ces jeunes femmes pour surmonter les traumatismes, améliorer leur confiance en elles et promouvoir l'inclusion sociale et l'indépendance en leur offrant un abri, des conseils et des formations professionnelles. Tout ça, c'est une participation active que les sœurs et les partenaires à mission sont en train de réaliser au Burkina. Et c'est un travail très, très dur parce que on a beaucoup vraiment de soutien de le gouvernement, on a beaucoup de soutien de tous les partis prenants, mais parce que dans l'endroit, il y a beaucoup de filles, la majorité des filles et des femmes sont dans cette situation. Et vous voyez les photos pour vous montrer que vraiment, c'est un pays, sont vulnérables, vraiment besoin, loin d'être atteindre cet objectif de 2030. Et nous faisons l'effort maximum, les sœurs, les partenariats en mission, mais on appelle toujours cette collaboration étroite avec le gouvernement et toutes les instances locales. Et oui, on travaille avec les juges des enfants, avec le docteur, plusieurs personnes qui peuvent collaborer avec nous parce que c'est un travail très, très vaste. Et voilà, j'arrive, je voudrais parler avec vous sur le rapport. Cette année, Burkina participe, présente leur évaluation sur l'ODD et le rapport national volontaire de Burkina Faso. Le VNR est un long document de 132 pages en français. Vous trouvez ça dans le site.
c'est une présentation pour l'évaluation de ODD. Les rapports connaissent l'amélioration et la pauvreté, la violence et le trafic des êtres humains. Quand je lis le rapport, le gouvernement accepte dans le rapport que la situation est vraiment terrible. Ils ont pu sortir tous ces problèmes qui existent au Burkina Faso. Et l'accès à l'Internet, c'est un grand problème qui existe actuellement au Burkina Faso, même si c'est le gouvernement nommé dans le rapport qu'on a pu mettre les G3, on a pu installer les 4G, sont améliorés. C'est la citation de la VNR, les résultats sont tangibles en termes d'accès à l'Internet. Et concernant l'amélioration de la connectivité, la bande passante et le taux de pénétration de l'Internet et couverture territoriale 3G et 4G sont améliorés. Oui, mais la réalité dans cet endroit, ce n'est plus, je dis que c'est toujours les risques et les capitales qui sont privilégiés par l'Internet. Souvent, l'endroit, les gens qui sont dans l'endroit rural, les gens qui sont à la campagne et les pauvres n'ont pas accès à l'Internet, même si c'est le gouvernement, mais cette bande passante qu'on peut utiliser, mais c'est seulement pour des personnes, pour des catégories de personnes risques. Et là, c'est les grands, ça montre les grandes fractures numériques à Burkina. Combien de pourcents seulement qui peuvent accéder à l'Internet, même si c'était dit qu'il y a dans l'université, à l'école, mais ce sont de familles riches qui peuvent faire le cours en ligne. Si je parle des étudiants, combien de minorités qui peuvent avoir de matériaux comme ordinateur pour utiliser pour l'Internet. Oui, il y a des progrès, mais ils sont loin, comme j'ai déjà dit, d'être facilement accessibles aux personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle ou vivant dans des zones rurales. J'ai déjà parlé avant, mais nous pouvons bien imaginer comment la situation de l'avancement dans le progrès pour le pays, si c'est la majorité sont pauvres, si c'est la majorité sont de familles, de personnes marginalisées. C'est pas mis les graphiques parce que ça peut être très long et ça va être aussi un peu difficile à lire, mais le faible développement du sous-secteur et l'enseignement technique et professionnel au Burkina Faso s'expliquerait par l'insuffisance de l'offre de formation, les disparités régionales, genre et par le secteur et le coût de formation très élevé. C'est clair parce que si si la plupart des familles survivent, si la plupart des familles cherchent seulement de quoi manger le quotidien, et si la plupart des familles n'ont pas la possibilité de revenus très faibles, même si tout est installé, juste moins de personnes qui peuvent exploiter et qui peuvent réjouir avec cette Internet qui câble installé au Burkina Faso. Et dans cette point,
je voudrais parler sur la centralisation des villes. Mais j'affirme encore. En effet, la population urbaine, je cite quelques villes là, mais Burkina Faso est très grande. Ouagadougou, Boudou, Dioulasso et Koudougou sont privilégiés. Un exemple que je donne ici, mais presque partout. Ils sont privilégiés parce que c'est en ville, c'est tout. Et ils ont un accès privilégié à l'Internet au détriment des petites villes et des zones inexistantes. Mais la majorité, 75% des lignes sont centrées sur les grandes villes. Nous pouvons imaginer la situation. Il y a une couverture de connexion à haut débit, ça répète encore, 3C, 4C, de 47,5% sur le territoire national. Et aujourd'hui encore, l'équipement informatique est un luxe pour la majorité de la population burkinabé qui n'a pas la possibilité de s'en procurer à cause de son coût très élevé et de leur situation défavorable. C'est la minorité qui peut acheter l'ordinateur. C'est la minorité qui peut acheter l'ordinateur. Et c'est la minorité qui peut avoir un accès à l'Internet. Mais la majorité des populations sont à la campagne, et même s'ils sont en ville, parce qu'ils ont fait l'exode rural, parce qu'ils ont monté à la ville en pensant que ville, peut-être la vie sera mieux, mais ce n'est pas le cas. Le terrorisme également accentué cette inégalité dans l'accès à l'Internet. En effet, certaines régions du Burkina, du fait de la destruction des voies de communication par les terroristes, sont dépourvues de l'Internet, notamment la région du Sahel, de l'Est, du Nord, etc. Et vous savez très bien qu'au Burkina, la sécurité n'est pas du tout bien. Il y avait de la guerre, des tueries, il y a tellement de choses que la population qui a enduré parce que il y avait une situation très violente. Et les plus touchés par la fracture numérique au Burkina Faso sont les plus jeunes, moins de 18 ans. Moi, j'ai parlé avant que la fracture numérique, l'accès à l'Internet à l'école, l'accès à l'Internet pour pouvoir suivre le cours en ligne, tout ça, c'est un grand défi pour les pays parce que c'est la minorité qui peut avoir c'est encore un luxe. Un luxe d'avoir un ordinateur au Burkina Faso, c'est un luxe qui représente plus de 45,3% de la population totale à cause du prix élevé du matériel informatique. Mais si la plupart de la population sont pauvres, qui survivent, qui cherchent quoi manger tous les jours, c'est normal qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter un ordinateur parce que les parents n'ont pas les moyens de leur offrir. Et c'est là le grand problème si nous visons aujourd'hui le développement durable en 2030, mais Burkina est loin d'être, c'est un grand défi, loin d'être atteint cet objectif parce que même les enfants à l'école n'ont pas l'ordinateur, n'ont pas d'Internet, n'ont pas de rien. Au Burkina Faso, 98,9% des utilisateurs des médias sociaux se font via smartphone et seulement 1,1% via l'ordinateur. Et ça, c'est vraiment lamentable. Il est difficile de promouvoir les cours en ligne en raison du faible taux d'utilisation du matériel informatique
par les élèves et des études. Et ça, c'est partout, c'est généralisé au Burkina Faso. Voilà, c'est ainsi que termine ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Sister Merci Ernestine. beaucoup, sœur Ernestine, pour ton analyse et ton étude et la vue d'ensemble que tu as montré, ce que tu as partagé à la lumière de la lecture du rapport et les données par rapport à la situation au Burkina et tes observations sur donc la fosse au Burkina qui est donc la fosse entre ce qu'on a présenté dans le rapport du Burkina et la réalité dans le Burkina. Il s'agit vraiment de deux aspects différents et c'est la raison pour laquelle nous nous engageons dans ce genre de conversation, de comprendre mieux donc cette fosse et de comprendre comment pouvoir résoudre ceci. Parce que nous aimerions avoir vraiment de bonnes nouvelles et nous espérons que ce qui est écrit dans les rapports de bons soit réel. Nous l'espérons, mais voilà. Donc, la réalité apporte beaucoup de points importants. Nous devons aussi vraiment être prudent et correct dans l'analyse et l'évaluation de l'accès à l'Internet et les structures. Et nous disons, oui, il ne s'agit pas seulement de la couverture, de la construction de la grille. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir se connecter pour quelques instants durant la journée, mais l'Internet n'est pas seulement aussi pour la communication et les réseaux sociaux, mais aussi pour toutes les autres bénédictions qui peuvent être assurées grâce à l'accès à l'Internet, particulièrement le partage d'informations concrètes et toutes les formes d'éducation sont perdues dans un contexte où les personnes n'ont pas accès à l'Internet, sinon seulement par le biais du téléphone, du portable, ou bien n'ont pas accès du tout, comme dans le Burkina où la majorité de la population habite en dehors des zones riches et des grandes structures. Merci beaucoup pour toutes tes observations. Et maintenant, du Burkina, je vais donner la parole pour une critique de ce SDG, de cette ODD numéro 9, sœur Fionnuala Lynch d'Irlande. Elle est donc au généralat de Loreto, des filles de la Vierge Marie. Comme sœur Ernestine, sœur Fionnuala se trouve à New York pour participer au forum de haut niveau en personne, mais elle nous rejoint aujourd'hui en ligne pour partager ses observations et You have the floor. Very much, Teresa, and greetings to all. parole. Bonjour à tout le monde, où vous vous trouvez. Et comme Teresa avait dit, je suis religieuse et membre de l'Institut de la Vierge Marie, donc connue comme les Sœurs de Loreto. Je me trouve actuellement donc tuteur dans un collège d'éducation à Dublin et comme Teresa l'avait mentionné, je suis la représentante de la province irlandaise des Sœurs de Loreto auprès des Nations Unies et je suis à New York cette semaine en tant que déléguée et je dois dire que c'est une expérience vraiment enrichissante et instructive. Donc, tous les acronymes des Nations Unies To EOCSC, etc. are now commencent à avoir un sens pour moi. Donc, c'était comme la langue morse pour moi. Donc, je suis ravie d'être ici et de pouvoir participer à cette richesse, la richesse de cette culture internationale. Donc, il est très bon d'être ici.
Donc, ma présentation n'est pas sur ma présence aux Nations Unies, mais sur l'ODD numéro 9. Je vais partager un PowerPoint. Peut-être je le fais maintenant. Je partage l'écran et je continue ma présentation. So, in my presentation, I will be Dans ma referring présentation, je ferai référence au rapport, aller plus loin. This was put together by C'est un rapport qui a été mis en place et donc que je soutiens. Donc, il s'agit du rapport le plus en retard en premier ou le plus en retard en second. Donc, comme nous le savons, atteindre en premier les personnes les plus en retard est un principe fondamental des objectifs du millénaire pour le développement. Toutefois, pardon, the Irish state has somewhat failed toutefois, je pense que l'Irlande n'a pas réussi à intégrer efficacement les ODD dans l'ensemble du gouvernement et à fournir le leadership politique nécessaire à la réalisation de ces ODD. Donc, au lieu d'atteindre d'abord les personnes qui ont le plus besoin de soutien, donc l'État les a laissés de côté. Donc, je crois qu'en l'absence de changements radicaux dans l'élaboration des politiques, je pense que l'État continuera à lutter pour atteindre en premier lieu les personnes les plus éloignées. Et tout ceci résulte un écart important entre la rhétorique et l'action pour atteindre les ODD. Et c'est quelque chose que je crois est mis en relief. Donc, vraiment cet écart entre la rhétorique et l'action. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il est impératif que nous demandions à l'État de combler le fossé entre la rhétorique et l'action nationale et de débloquer les obstacles structurels qui contribuent à ce que des milliers de personnes dans la société irlandaise soient laissées. Ce rapport propose, je pense, une série de recommandations structurelles explicites qui, si elles étaient mises en œuvre, permettraient à la réalisation des ODD et à leur progrès dans un rythme soutenu. Je suis également consciente economic ecosystem and on our success. Économique unique et sur son succès en tant que siège européen de nombreuses multinationales de haute technologie. Et je voudrais expliquer ceci. Nous sommes le seul pays anglophone en Europe nous sommes donc le seul pays anglophone qui fait partie de l'Union européenne. Donc, il est vital pour notre gouvernement vraiment de travailler sur l'aspiration et l'action. Donc, le gouvernement a défini une voie pour soutenir l'ambition de l'Irlande d'être un leader numérique au cœur des développements numériques européens et mondiaux. Donc, le gouvernement d'Irlande met fortement l'accent sur l'inclusion, la sécurité et la sûreté, étayé par une gouvernance solide et un cadre réglementaire doté de ressources suffisantes. Ce cadre de travail
et je cite, contribuera à maximiser le bien-être des Irlandais et de leurs entreprises dans tout le pays. Il nous aidera à réaliser pleinement les nombreux avantages du numérique, notamment un travail plus flexible et à distance, de nouvelles possibilités d'emploi, de nouveaux marchés et clients pour les entreprises, des services publics plus efficaces et plus accessibles pour tous, et l'autonomisation et le choix dans la façon dont nous apprenons ou participons à des activités sociales. Le rapport poursuit Le rapport poursuit en affirmant que ce cadre de travail garantira la réalisation de ces avantages par les moyens suivants. Mettre la connectivité à la disposition de tous, notamment par le biais du plan national de couverture des hubs de travail à distance, l'objectif étant que tous les foyers et entreprises irlandais soient couverts par un réseau au plus tard en 2028 et que toutes les zones peuplées soient couvertes par la connexion 5G au plus tard en 2030. Fournir des compétences numériques à tous, de l'école à l'apprentissage, donc tout au long de la vie, en passant par l'enseignement supérieur, l'objectif étant de porter à 80% d'ici à 2030 la proportion d'adultes possédant au moins des compétences numériques de base. Garantir un accès et une utilisation généralisée de services publics numériques inclusifs, l'objectif étant que 90% des services soient consommés en ligne d'ici à 2030. Aider les petites entreprises à tirer parti des opportunités numériques en leur fournissant des subventions et une assistance avec un objectif de 90% des petites et moyennes entreprises ayant une intensité numérique de base d'ici à 2030 et de 75% des entreprises adoptant le cloud, l'intelligence artificielle et le big data. Investir dans la cybersécurité pour protéger les citoyens et les entreprises irlandais, notamment en augmentant les ressources du Centre national de cybersécurité. Garantir un cadre réglementaire moderne et doté de ressources suffisantes, jouer un rôle de premier plan en Europe dans l'ensemble de l'agenda numérique. D'après ma propre expérience, je sais que l'infrastructure numérique est à la traîne. Par exemple, à Dublin, notre capitale, l'accès à la large bande reste un problème pour les propriétaires privés et publics. Donc, bien sûr, aussi les maisons privées. Je peux personnellement en témoigner. Pour nos écoles et autres secteurs éducatifs, la large bande reste très problématique, tout comme l'ensemble du domaine de l'assistance technique. Nos écoles reçoivent des technologies qui ne sont utilisées que dans les écoles, mais nos jeunes n'ont pas accès à ces appareils à la maison. Certains ont accès, mais dans la grande majorité, les jeunes n'ont pas accès. Pour nos entreprises, l'absence de large bande paralyse les possibilités d'avancement et de développement de nombreux secteurs du monde des affaires.
Sans cet équipement de base, les entreprises ne peuvent plus fonctionner. Donc, sans cet équipement de base, les entreprises ne peuvent plus fonctionner. Je voudrais terminer par une autre citation du gouvernement. Notre nouvelle stratégie numérique vise à maximiser le potentiel de l'Internet pour accroître le bien-être des Irlandais et de nos petites entreprises. Je suis tout à fait d'accord avec cette aspiration, mais malheureusement, la réalité telle que je la vis et l'expérimente est très éloignée des aspirations du gouvernement irlandais. Merci. Merci pour cette analyse et pour les données pertinentes que tu avais choisies pour mettre en relief des faits et aussi ta critique sur comment cette réalité est reflétée dans le rapport. Et j'apprécie que tu travailles seulement non en examinant le rapport du gouvernement, mais aussi la participation de la société civile dans l'analyse et l'évaluation du progrès et l'impact aussi de la pertinence du rapport par rapport à la réalité. Donc, et le besoin de vraiment parler de la vérité pour l'amélioration des infrastructures. L'un des éléments qui est soulevé dans le rapport et aussi selon tes sentiments, c'est qu'il y a une concentration forte à aborder l'accès à l'Internet, particulièrement l'impact sur les personnes, mais aussi les entreprises. Et c'est quelque chose qui est soulevé souvent par les Nations unies. Donc, le concept d'arriver à aider les plus marginalisés, et je crois que dans ton analyse du rapport d'Irlande, tu as parlé de ceci. Il est bon de voir que cet élément de développement durable soit de priorité pour l'agenda irlandais et sa mise en œuvre. Donc, je crois que ceci va servir le pays. Donc, voilà, donc en considérant ceci une priorité, j'ai aussi noté qu'il y avait une mise en relief. Nous parlons souvent des besoins numériques pour l'éducation des enfants, mais j'ai remarqué qu'il y a un objectif particulier pour assurer l'éducation numérique aussi aux adultes. Et c'est une autre tranche de la population vitale sur laquelle on a besoin de se concentrer parce que nous retenons que les jeunes sont des personnes innées dans l'utilisation numérique et puisque tout le monde maintenant peut donc utiliser la voie numérique, c'est plutôt les adultes qui doivent apprendre davantage. Donc, merci d'avoir souligné ceci, le besoin dans ce domaine. Et maintenant, nous allons passer à la présentation suivante, à notre membre de notre communauté au pays du Venezuela pour avoir Jessica qui va nous parler du projet en relation avec la technologie dans les écoles, les communautés des écoles où elle travaille. Elle arrive
Donc, elle nous parle en tant que membre. Bienvenue, Jessica. À toi la parole. Merci. Encore une fois, je voudrais te remercier de fournir cet espace pour que nous puissions partager les expériences que nous sommes en train d'avoir dans nos apostolats et dans les différents endroits du monde. Ici, dans nos écoles, je travaille donc dans nos écoles ici à Maracaibo, au Venezuela. Nous appartenons au missionnaire Clareten et en tant qu'institut, nous organisons des projets différents chaque année. Hier, j'ai eu l'opportunité de parler de l'énergie fiable et abordable. Aujourd'hui, je voudrais donc parler d'un projet où nous avons pu réaliser certains objectifs avec la collaboration et l'aide de nos partenaires et des instances locales. Et puisque notre école est privée, nous devons trouver le financement nous-mêmes, nous devons travailler en partenariat avec le gouvernement parce que nous appartenons au ministère de l'Éducation. Donc, nos écoles se concentrent sur le développement de la technologie et nous avons vu qu'il était important de commencer à mettre en œuvre des aspects technologiques dans les dynamiques scolaires et dans la vie scolaire. Donc, nous avons étudié tout ceci, nous avons planifié beaucoup de projets. C'était une surprise et nous avons dû donc accélérer les projets et nous avons donc pu acheter une licence en tant qu'école pour mettre en œuvre pour les outils technologiques dans l'école. Nous avons une plateforme institutionnelle donc qui ne répond pas seulement aux besoins académiques des élèves, mais aussi pour nos enseignants et pour toutes les personnes qui sont impliquées dans l'école. Donc, tout le monde a accès à cette plateforme institutionnelle. Pardon. Et dans notre travail, nous incluons ce projet. Nous avons donc eu besoin d'accélérer parce que nos classes ont été interrompues par la pandémie. Donc, nous avons commencé par email. Par la suite, nous avons pu donc commencer avec cette plateforme. Et bien sûr, tout était organisé. Nous avons commencé à avoir des problèmes. Donc, tous les profs ne pouvaient pas avoir accès. Également, non tous les élèves. Donc, beaucoup d'entre eux avaient des problèmes à avoir accès. Donc, la performance académique n'était pas celle attendue. Donc, la solution, l'alternative était de trouver des équipements pour les enseignants et les élèves ou bien d'assurer aux élèves la possibilité d'être emmenés à l'école pour utiliser les ordinateurs à l'école. Et donc, puisque nous avons plusieurs espaces, plusieurs endroits, c'était excellent. Nous avons pu réaliser ceci. Comme je t'avais dit, parfois, nous avons donc besoin. Donc, nous avons eu des coupures d'électricité. Donc, tout ce que nous avons réalisé n'avait plus de sens. Mais après la mise en œuvre du projet, nous avons pu avoir une année académique complète où l'enseignement n'était pas le même. Donc, bien sûr, le travail en ligne n'est pas comme le travail en
présentiel à cause des lacunes, de taux d'échec et aussi des dynamiques émotionnelles. Mais nous avons pu mettre en œuvre ce programme. Nous avons commencé une troisième phase de formation des professeurs parce que certains d'entre eux étaient persistants, voulaient plutôt l'éducation de manière traditionnelle. Donc, parce que beaucoup, peut-être des élèves ou bien des parents des élèves étaient analphabétisés dans le monde numérique, mais de nos jours, presque tout le monde sait faire quelque chose et travailler en ligne. Donc, comme nous avons offert ces cours non seulement aux enseignants, mais aussi à tout le personnel, parce que tout le personnel pouvait utiliser cette plateforme. Donc, nous étions contents d'avoir fourni des outils, des compétences au personnel, aux enseignants. Donc maintenant, toute l'école est bien connectée, mais c'est seulement au sein de l'école. Nous avons des étudiants, des élèves qui n'ont pas des ordinateurs, qui n'ont pas d'accès à l'Internet, qui ne peuvent pas suivre donc l'année académique comme les autres. Et c'est bien sûr l'un des aspects négatifs du projet. Actuellement, nous sommes dans l'une des chapelles de l'école ou bien l'une des salles de l'école. Et comme tu vois, donc je me trouve dans une salle à l'école et comme tu vois, la connexion fonctionne très bien et nous avons l'électricité. Donc, c'est notre histoire de succès dans le cadre de la connectivité. Nous avons également acheté plusieurs ordinateurs. Nous avons des laboratoires technologiques, nous l'appelons comme ça. Donc, nos élèves et nos enseignants peuvent venir à l'école et avoir accès à l'Internet. Ce qui se passe avec les élèves et les enseignants qui sont loin, qui ne peuvent pas arriver, parce que vous pouvez comprendre la situation dans le pays, les moyens de transport ne sont pas bons. Nous sommes très chanceuses parce que nous avons pu mettre en œuvre ce système. Beaucoup d'autres écoles et d'autres systèmes publics n'ont pu rien faire. Les autres écoles ont peut-être un ordinateur pour toute la population scolaire. Et tu peux imaginer combien c'est terrible et la coupure d'électricité, le manque d'ordinateurs. Et nous sommes dans un système donc l'enseignement est devenu partie de notre programme quotidien. Donc, nous devons avancer de manière accélérée, particulièrement durant la pandémie et dans l'impact post-pandémique, pour voir comment nous pouvons arriver aux élèves sans les ressources que nous avons mises en place. Parce que dans la réalité, beaucoup d'écoles n'ont pas l'accès, les enseignants, les élèves n'ont pas des ordinateurs, n'ont pas d'accès. Et c'est pourquoi nous avons travaillé peu à peu pour offrir à nos élèves l'éducation meilleure, comme je l'avais mentionné. Comme je disais, les élèves pouvaient venir à l'école de différentes réalités. Donc, les maisons n'avaient pas d'Internet, d'ordinateur, et nous essayons de faire face à tous les défis et nous essayons de contribuer en quelque sorte au développement de la technologie dans notre pays. Merci beaucoup, c'est notre expérience et j'ai voulu la partager avec vous de Maracaibo. Merci. Thank you, Jessica. And what's an amazing Merci, Jessica. Et quel projet intéressant. Je peux parler au nom des autres aujourd'hui. C'est vraiment spectaculaire de pouvoir répondre de manière pratique pour assurer donc des moyens modernes pour assurer l'éducation dans des circonstances et des conditions comme celle de la pandémie et aussi d'augmenter le nombre de bénéficiaires dans ta communauté au Maracaibo. Je crois aussi que ton histoire parle aussi des limitations
même d'un plan de ressources et de réponse pour les instituts individuels et les ministères. Il y a toujours des obstacles à la fin du jour et tout ceci requiert vraiment une intervention au niveau national et une stratégie qui peut donc faire intégrer donc le gouvernement. Donc, s'il y a une coupure d'électricité, manque d'appareils, vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc, ceci vous apporte à avoir vraiment un dialogue national, une conversation nationale pour avoir des résultats qui ont un impact sur toute la communauté, non seulement des initiatives individuelles, mais de pouvoir donc faire face à tous les défis, aux défis auxquels sont exposés, tout le monde est exposé. Je reconnais aussi quelque chose que tu as mentionné, le fait de pouvoir aider une petite tranche de la population et il est toujours beau de reconnaître la beauté des services que nous pouvons assurer, même s'il s'agit d'un nombre restreint, mais c'est la joie de partager ces bénédictions, la capacité de réjouir de l'éducation et des droits qui doivent être respectés et vécus à l'échelle internationale. Dans un environnement de justice, nous continuons à rechercher collaboration avec le gouvernement là où nous avons vraiment de grandes solutions et des projets comme le tien. Donc, pour faire arriver ceci à toutes les communautés. Donc, pour que tout le monde ait accès à l'éducation. Et maintenant, nous allons faire un voyage du Venezuela en Colombie. Nous allons avoir le message enregistré de Samuel et Mauricio qui vont parler d'un projet des Salésiens en Colombie par rapport à l'ODD numéro 9. Thank you very much. Good morning. My name Bonjour et merci beaucoup. Je suis Samuel et je suis très fière de participer à J-Corps. C'est un honneur le fait de prendre quelques instants pour partager avec vous l'histoire de la mission des Salésiens. Nous avons organisé un centre de formation technique. Donc, le projet que nous allons vous introduire très rapidement, nous allons essayer de le résumer. Nous avons signé un accord avec le ministère de l'Industrie de Colombie par l'intermédiaire de son agence Impulsa. Et l'objectif principal est de promouvoir des projets de réindustrialisation qui sont catégorisés comme SASCA. SASCA est le nom de la déesse de la productivité et je crois que cela est lié à l'objectif que nous étudions aujourd'hui,
Nous essayons de promouvoir l'inclusion des associations et nous essayons de nous concentrer sur des objectifs très spécifiques comme la promotion ou la préparation de l'infrastructure physique, éducative et technologique avec des équipes disciplinaires pour atteindre une plus grande productivité en Bolivie, en particulier dans le secteur textile. Et notre objectif est de couvrir 80 villages ou projets en Bolivie avec des machines et une formation pour les personnes suivant un diagnostic. Donc, nous essayons d'identifier les besoins pour promouvoir la formation et l'accès à la technologie. Mais il y a quelque chose de très important qui concerne le développement humain et le développement environnemental. Je crois que c'est notre petite contribution. Nous arrivons donc à aider 600 personnes à donc réaliser cet objectif. La plupart des participants sont des femmes. C'est quelque chose qui a été mentionné au début de cette réunion, car un bon nombre de nos objectifs sont transversaux, ce qui signifie que nous encourageons l'innovation dans les communautés les moins favorisées. Et nous promouvons également les femmes. Nous essayons donc de contrôler les activités par le biais de programmes d'administration très spécifiques et nos alliés sont le ministère du Tourisme et les Salésiens. Nous sommes très fiers de participer à cela et nous aimerions vous dire qu'il y a un petit coin en Colombie où nous générons de la foi, où nous renforçons la communauté afin qu'elle puisse améliorer sa durabilité et prendre soin des fêtes et assurer la qualité de vie des familles, des ouvriers, des artisans. Ce n'est pas seulement la qualité de leurs travailleurs, mais aussi de leurs familles. Dans une production désertique qui va vraiment travailler, améliorer les services pour toute la communauté. Merci beaucoup de cette opportunité et joyeuse Pâques. Comme vous pouvez voir, entendre de ces salutations à la fin, c'est un enregistrement qui a eu lieu il y a quelques mois. Mais nous remercions Samuel, de toute façon, du partage de cette initiative pour collaborer donc avec le gouvernement. Donc, pour promouvoir l'industrialisation, donc initiative unique dans le monde des apostolats. Et maintenant, nous avons un peu de temps pour avoir une conversation ouverte entre toutes les personnes qui se trouvent ici. J'aimerais donc inviter, s'il y a quelqu'un dans la salle qui aime répondre en quelque sorte à ce que nous avons entendu. For one of our speakers, it could be a reaction. It could be an observation from your own country. Donc, si vous voulez ajouter à une observation que vous avez entendue depuis les présentations d'aujourd'hui. Donc, des réactions de toutes sortes, commentaires, critiques, réponses, tout est bien accueilli. Seulement, veuillez indiquer que vous voulez prendre la parole en allumant votre vidéo et en levant la main, ou bien en trouvant le bouton de réaction
qui se trouve en bas de votre écran. Donc, si vous retrouvez la parole réaction, si vous cliquez sur ceci, vous allez retrouver donc dans les réactions le bouton pour lever la main et je vais voir qui lève la main pour parler. Nous pouvons commencer avec Gail Mohamed Oxley. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous. C'était un projet important, les activités ce matin, parce que le dernier avec la vidéo, c'était un projet très intéressant, parce que souvent, nous restons dans nos pays, dans nos cocons, et nous ne savons pas ce qui se passe dans les pays tout à côté, et c'est ce que nous partageons parce que nous sommes des missionnaires dans les pays. Je dis en mettant dans les guillemets missionnaires parce que dans la mentalité, nous continuons à être missionnaires dans un pays précis, mais j'espère qu'avec la synodalité, ce concept va changer. Au Burkina Faso, j'ai écrit dans la fenêtre du dialogue sur la séparation entre les femmes et les filles. Lorsque nous parlons de femmes et des filles, il y a une confusion. Nous pouvons traiter les filles en tant que femmes. Merci pour l'Irlande. Merci pour la sœur de Notre-Dame de Loreto. Je suis très proche des sœurs de Loreto. J'ai une très bonne relation avec elles. Le pays anglophone, elle a fait noter que l'Irlande est le seul pays anglophone dans l'Union européenne et dans les Amériques. Maintenant, nous devenons hispanophones. Donc, vous voyez, nous sommes en train de perdre notre langue mère parce que nous avons les frères irlandais comme missionnaires, même si nous avons des sœurs de la France. Mais les partenaires laïcs a été formé par les frères irlandais. C'est notre proximité avec le pays d'Irlande et notre langue mère est l'anglais. Vous voyez? Parce que n'importe combien j'essaie d'apprendre la langue espagnole avec les cours à l'université, à l'école et des cours de conversation, je n'arrive pas à parler espagnol. N'importe combien j'essaie, je peux dire seulement Buenos días, buenas noches. Et pour le futur, je crois, en tant que J-Corps, nous sommes conscients de ce qui se passe dans le monde. Lobby. Nous devons donc travailler, faire du lobby pour dire que les femmes et les filles doivent être séparées. Nous devons traiter les femmes en tant que femmes et les filles en tant que filles. Je ne sais pas si dans l'Amérique latine, et il y a des membres de l'Amérique latine qui sont conscients de cette division et de la Convention pour protéger les femmes. On dit donc les femmes sont des femmes et les filles sont des filles. Les filles ont des besoins différents des femmes et doivent être séparées. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais éteindre ma vidéo. Thanks all the same and God bless everyone. Thank you, Gail. You're always a loyal participant. Merci pour ta participation fidèle. Et je sais que le point que tu partages, les besoins de reconnaître la distinction, de distinguer entre les femmes et les filles.
est un point qui est souvent soulevé par Ernestine, par la congrégation de sœur Ernestine auprès des Nations Unies. Donc, la partenaire, sœur Winfred, se trouve également avec nous et j'ai beaucoup entendu sœur Winfred soulever ce point dans des formes différentes, le fait de distinguer entre les filles et les femmes. Donc, si vous désirez ajouter quelque chose, Ernestine, Winfred ou d'autres personnes, si vous voulez ajouter donc quelque chose ou de parler. Donc, Winfred, merci beaucoup, Teresa, et merci beaucoup à Gail pour son commentaire. Je suis parfaitement d'accord avec elle sur l'importance de distinguer et de séparer les femmes et les filles. Les droits des femmes ne sont pas les droits des filles et il faut distinguer en tant qu'organisation. Oui, dans nos présentations, nous parlons des droits des femmes et des droits des filles et nous sommes très conscientes des différences des besoins de chaque catégorie dans nos apostolats sur les terrains, mais aussi plus important ici aux Nations Unies. Nous travaillons depuis des années avec des groupes de filles et de femmes pour soulever et pour mettre en relief le point que tu cites, Gail, de rendre les droits des femmes et le droit des filles, la voix des femmes et la voix des filles, et de leur donner une voix pour parler de leurs questions. Et en tant qu'organisation qui travaille avec les femmes et les filles, je dois dire que le travail qui a été fait dans ce domaine d'apporter donc les filles aux Nations Unies, de leur donner une voix, de travailler pour créer une journée internationale pour les filles en octobre. Dans les bureaux de Baha'i, à côté de moi, il y a des équipes de filles qui parlent ici avec leur organisation pour traiter leurs questions. Donc, merci Gail et je suis contente de dire que oui, nous travaillons pour la séparation et nous travaillons avec les deux groupes. Et depuis mon expérience, les droits des filles sont mis en œuvre aujourd'hui. Si nous ne séparons pas donc les besoins, nous n'allons pas rompre le cycle de violence sur les filles. Donc, je lutte et je plaidoie pour donner plus de voix, de droits aux filles. Merci, merci Winfred. Merci d'être championne pour les femmes et pour les filles avec leur distinction. Et maintenant, nous allons écouter Père Gabriel Saladar de la Colombie. Alors, bonjour depuis la Colombie. C'est très tôt le matin ici. Je suis ravie d'assister à cet atelier. C'était un laboratoire très intéressant. Merci Teresa. Merci aussi aux interprètes de nous permettre de suivre. Je voudrais juste ajouter quelques petites remarques. Tout d'abord, combien les différentes possibilités par rapport à l'égalité ne doivent pas être traitées dans l'ensemble des pays, mais dans chaque pays, dans l'Irlande, comme dans le Burkina Faso, nous avons noté qu'il y a des fossés, des écarts. Nous pouvons dire la même chose du Venezuela. Le travail de l'école clarétaine qui a utilisé le temps de la pandémie pour mettre en œuvre une plateforme numérique, tout est formidable. Nous pouvons voir que le contexte
Donc, la connexion coupe. Le deuxième aspect que j'ai voulu mentionner, je suis impressionnée par la richesse de la mise en œuvre des ODD. Ces mises en œuvre sont faites dans nos langues, selon nos sensibilités par rapport au message évangélique. Merci. Thank you, Father Gabriel. Yes, it is important that we are. Merci, Père Gabriel. Merci, Père Gabriel. Je crois qu'il est important que nous devenons plus à l'aise, plus confortables à utiliser un langage universel et le langage des Nations Unies, mais de décrire le travail des congrégations, qui travaillent depuis des siècles. Donc, apprendre à décrire tout ceci comme dans l'ensemble de l'agenda et de nous préparer pour une collaboration au-delà de nos congrégations religieuses et communautés. C'est vraiment vital pour arriver au monde entier par rapport à ce que nous voulons réaliser en termes de droits. Merci. Merci pour les commentaires. Is there anyone else who would like to share a response or to ask a Est-ce qu'il question? y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose ou poser une question? Oh, yes. Okay, I see the hand of Sister Vivian Chanda. Je vois la main de Sœur Vivienne. Sœur Vivienne, allez-y. Yes, we hear you. Please go ahead. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, par rapport à mes observations, très intéressant la technologie, l'utilisation de nouvelles techniques dans la communication, même maintenant, dans notre communication sur Zoom. Donc, nous utilisons donc, nous arrivons à communiquer par le biais de la technologie et de pouvoir amener les choses en ligne, ce qui est vraiment, vraiment très intéressant. Mais j'ai voulu parler j'ai voulu entendre parler plus sur les infrastructures. Sur les infrastructures, peut-être, ceci met en relief le fait que cet ODD est celui qui cause le défi le plus grand, parce que nous reconnaissons tous davantage la partie Internet, la partie connexion dans cet ODD, mais cet ODD est très large et il y a plusieurs aspects et souvent nous sommes impliqués dans une partie de ces aspects. Donc, mais comme tu l'avais dit, la possibilité de pouvoir nous connecter digitalement, numériquement, mais aussi les autres aspects comme les infrastructures, les routes, constituent un défi et un souci important. Bien sûr, là où nous n'avons pas une bonne infrastructure, nous sommes confrontés à beaucoup de défis, particulièrement dans les zones rurales où les ressources et la possibilité de se retrouver, de revoir les personnes est vraiment critique. Et
mis en défi à cause des banques, des routes. Donc, bien sûr, ce sont des aspects très importants et donc des fondements pour nous pour pouvoir continuer dans nos apostolats et nos ministères. Donc, merci de soulever ce point. Et peut-être, lorsque nous revenons sur une conversation sur ce sujet, nous pouvons présenter plus de questions pour nous-mêmes et plus d'analyses les unes aux autres sur l'impact des infrastructures dans nos apostolats et nos ministères. Et j'apprécie beaucoup aussi le point que l'amélioration de l'ODD numéro 9 est ce qui nous permet aujourd'hui de se retrouver et ce qui a permis à beaucoup d'entre nous d'être dans des conversations à long terme à ce point alors que nous préparons ce forum. Beaucoup d'entre nous se retrouvent chaque mois pour travailler pour ce forum, pour le préparer et avoir l'accès à l'Internet permet à beaucoup de personnes cette semaine de participer aux différents aspects du forum politique de haut niveau. Et alors que les opportunités pour parler sont peu nombreuses, mais grâce à la connexion, nous avons la possibilité d'avoir les conversations et d'écouter ce que les gouvernements, ce que les organisations disent et d'apprendre ce que les autres disent et fassent. Donc, cette opportunité de participer, d'avoir une voix et de suivre également ce qui se passe dans les espaces de prise de décision. Ce sont donc des choses puissantes au nom de la démocratie et de la participation et non seulement de la société. Donc, dans ce sens, l'Internet n'est pas seulement un fondement pour l'éducation ou la communication, mais aussi pour le renforcement de nos processus démocratiques institutionnels, de sociétés fortes dans son ensemble. Donc, nous allons continuer à examiner et suivre de près l'ODD numéro 9 et nous allons continuer à plaidoyer dans la mesure du possible pour le progrès et le développement. Avec ceci, je ne vois plus des demandes pour ajouter quelque chose. Je vais donc conclure notre session et en vous rappelant que, encore une fois, nous allons nous rencontrer demain pour continuer cette série donc des ateliers. Et demain, notre thématique sera autour de l'ODD numéro 11, donc soutenir et les cités, donc faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Nous allons donc avoir vos perspectives, vos présentations, différents membres de notre communauté universelle, de religieux, et comment ils contribuent à la réalisation de cet objectif. Leur observation, leur expérience par rapport à la mise en œuvre au moins de cette ODD. Nous espérons vous voir demain donc à la même heure pour la conversation. Donc, je vous souhaite tous une bonne continuation de journée, de soirée et nous espérons que vous allez avoir des rencontres riches et opportunités. J'espère que vous avez eu beaucoup d'opportunités d'apprentissage aujourd'hui. Allez, à demain. À demain. Thank you. Thank you so much, Teresa. Thank you so much. Thank you. See you tomorrow.
Yes, see you tomorrow. We'll hear from you tomorrow.